Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 avril. Tout d'abord, que faut-il penser de l'alerte à la grippe porcine au Mexique? Les États-Unis sont également mobilisés. En France, le directeur général de la santé reconnaît qu'il faut être attentif. Nous ferons le point sur tout cela. Dans le nord, à Berck, près de Dunkerque, les recherches se poursuivent après la disparition depuis 3 jours maintenant d'un adolescent de 17 ans. Aucune piste n'est écartée par la gendarmerie. En route pour les européennes, à gauche comme à droite, on se mobilise. Avec nous ce soir le patron de l'UMP à l'Assemblée, les élections à venir, la loi contre le piratage sur Internet, la décision concernant le juge Burgot. Jean-François Copé cultive sa différence dans un livre. Il est l'invité politique de ce journal. La question qu'on saute ce samedi, faut-il avoir confiance dans les compléments alimentaires? Les oméga 3 et autres oligo-éléments se vendent très bien en France, mais nous verrons s'ils sont vraiment efficaces pour améliorer notre santé. Une vente aux enchères de 2 tableaux signés Adolf Hitler à Nuremberg. Tout cela s'est déroulé aujourd'hui sans faire scandale en Allemagne. L'acheteur, lui, vous le verrez, est resté anonyme. Le sport avec du football ce soir et la finale de la Coupe de la Ligue. Match à suivre sur France 2 juste après ce journal. Il y a un favori, Bordeaux, et un challenger, le club de Vannes. Nous irons au Stade de France juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par les inquiétudes soulevées par la découverte d'un nouveau virus de grippe porcine. Les premières victimes ont été recensées au Mexique où, je vous le disais, hier soir, d'importantes mesures de précaution ont été prises. Nous allons ce soir tenter avec prudence de comprendre quelle est la situation, quels sont les risques, mais tout d'abord les faits. Que s'est-il passé depuis quelques heures? Explication, Loïc Delamornay. Bon anniversaire! Psychose, terreur. Les mots sont lâchés dans les journaux vendus à la sauvette dans les rues de Mexico. 20 morts confirmés, 48 autres décès suspects, plus de 1000 malades potentiels. Écoles, stades et musées fermés. La crainte d'une épidémie de grippe porcine se répand dans un pays où toutes les grandes manifestations publiques ont été annulées. Nous sommes inquiets. On ne nous dit pas la vérité et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Les hôpitaux administrent à tour de bras des antiviraux qui pour l'instant semblent heureusement efficaces. L'épidémie a franchi la frontière, touchant 8 personnes aux États-Unis qui ont pu être traitées à temps. Si la tension est montée d'un cran, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé à Genève s'est déclarée très inquiète, annonçant que le virus a clairement un potentiel pandémique et que l'évolution de la situation est imprévisible. Cet après-midi, à Paris-Charles de Gaulle, les voyageurs revenant de Mexico se sentaient concernés, mais pas trop inquiets. Nous, on était juste en transit à Mexico et on nous a demandé de remplir des papiers, savoir si on était malade. Ce qui nous a choqué, c'est que tous les gens de Mexico avaient des masques sur le visage, au niveau de la respiration. Ça vous a inquiété un peu? Non, mais une fois qu'on est dedans, c'est trop tard. Hein. Oui, je suis quand même rentrée un jour en avance. Pourquoi? On ne sait jamais. Non. Les autorités françaises ont activé un centre de crise et mis en place une surveillance de tout le territoire. À ce jour, il n'y a pas de cas identifiés, mais il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, on ait des personnes qui soient dans cette situation-là, et c'est la raison d'ailleurs du dispositif qui est mis en place. Plusieurs pays ont déjà accru leur surveillance, comme le Japon. À l'aéroport de Tokyo, des caméras thermiques ont été installées pour détecter immédiatement une fièvre éventuelle chez les voyageurs. Alors prenons maintenant la direction des États-Unis, car à New York, depuis jeudi dernier, plusieurs dizaines d'étudiants se plaignent de symptômes grippaux. Des analyses sont en cours afin de tenter de savoir s'il faut y voir un lien avec la grippe porcine détectée au Mexique. À New York, on retrouve Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. Une école sous haute surveillance médicale dans le Queens, un quartier de New York, fermée dès hier soir pour des infections. Ma poitrine me faisait mal, j'avais du mal à respirer, j'avais mal à la tête, dit cet élève. 75 élèves souffrent de symptômes grippaux depuis jeudi. Des analyses sont en cours pour un lien éventuel avec la grippe porcine qui sévit au Mexique. C'est peut-être une fièvre que nous n'avons jamais vue avant, mais ça peut être aussi une simple grippe, prévient ce médecin. Aujourd'hui, sur le terrain de baseball voisin, les enfants jouent comme d'habitude le samedi, mais chacun s'interroge. J'ai entendu dire que des élèves de l'école sont allés au Mexique et ont ramené la maladie. Bien sûr que je suis inquiet. J'aimerais savoir quel genre de grippe ils ont. En face, l'école est fermée, les célébrations prévues pour son 150e anniversaire annulées. Les autorités nous tiennent au courant, nous dit cette mère de famille. Mais je ne sais pas encore si je vais envoyer mon fils à l'école lundi. Les résultats des tests devraient être connus aujourd'hui. Certains enfants sont encore à l'hôpital. En attendant, les parents demeurent très inquiets.
En France, le directeur général de la Santé, dans le journal de 13h, affirmait donc qu'il fallait être attentif à cette épidémie de grippe. Une cellule de crise a été mise en place. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, fera d'ailleurs une conférence de presse dès demain et un numéro vert, vous le voyez, a été mis en place pour tout renseignement. Tentons maintenant d'en savoir un peu plus sur ce virus. Comment est-il né? Existe-t-il un vaccin pour se protéger? Élément de réponse avec Agnès Monteux et Héloïse Mallet. H1N1, c'est le nom de cette souche de grippe qui déroute encore les scientifiques. Est-ce un nouveau virus? Oui. Cette infection se retrouve d'habitude chez les cochons, peu sensibles à cette maladie. Il arrive parfois, rarement, qu'un de ces virus porcins se transmette à un homme. C'est sans gravité et ça s'arrête là. Mais cette fois-ci, le virus s'est transmis à d'autres hommes très rapidement et il semble virulent. Alors comment a-t-il muté ce virus? Pas de certitude, mais probablement à partir d'un cochon au Mexique. Les porcs peuvent accueillir de nombreux virus en même temps, contrairement aux autres animaux. L'un d'entre eux en aurait hébergé 2 différents de grippe du porc, un de grippe d'oiseau et un autre d'origine humaine. Un cocktail qui aurait muté, créant ce nouveau virus. Du fait que c'est un virus unique, que les hommes n'ont pas connu, il a acquis ce caractère pathogène particulier. Parce qu'il a affaire à des populations qui n'ont pas su encore développer des anticorps pour lutter contre son infection. Peut-on combattre ce virus? Si l'OMS craint une pandémie, c'est qu'il a tué de jeunes hommes en pleine santé au Mexique. Seul un médicament semble vraiment efficace dans les 48 heures, le Tamiflu. Côté vaccin, il n'en existe pas encore d'efficace contre cette nouvelle forme de grippe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut en aucun cas se transmettre par la consommation de viande de porc. Dans l'actualité de ce samedi également, la disparition d'un adolescent de 17 ans dans le nord de la France, près de Dunkerque. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'il quittait une fête entre amis. On retrouve sur place à Bergues Elsa Palot. Bonsoir Elsa. Faisons le point ce soir. Les gendarmes ont poursuivi aujourd'hui leur recherche. Bien écoutez, effectivement, je viens de parler encore il y a quelques minutes avec un officier de gendarmerie et il me confirme ce soir qu'il s'agit là d'une disparition très inquiétante. C'est pour cette raison qu'un important dispositif de recherche a été déployé une nouvelle fois cet après-midi et notamment une grande opération de ratissage dans un bois proche de Bergues. Une centaine de personnes a participé à cette opération, notamment des gendarmes mais aussi des membres de la protection civile. Un hélicoptère a également survolé la zone et les plongeurs ont poursuivi leurs recherches dans des canaux autour de Bergues. Alors tous recherchent bien sûr des traces, des indices qui permettraient de retrouver la trace de Jonathan. Ce jeune homme, vous l'avez dit, de 17 ans a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors il sortait apparemment d'une soirée fortement alcoolisée, une soirée organisée à 2 km de son domicile. Son téléphone portable a d'ailleurs été retrouvé sur le chemin. Alors ce soir, les enquêteurs ne privilégient aucune hypothèse, la fugue, l'accident ou encore la piste criminelle. En tout état de cause, les recherches devraient reprendre demain, notamment les opérations de ratissage des environs. Merci Elsa. À Marseille, le trafic des bateaux de la SNCM est toujours bloqué, et cela en raison d'un mouvement de grève des officiers. Pas de départ vers la Corse ni vers l'Afrique du Nord aujourd'hui encore. Les négociations se poursuivent avec la direction. Stéphane Despinois et Jérémy Essas. C'est une grève qui ne sème pas la pagaille. Pas de passagers pris au piège ce soir devant l'embarcadère et pour cause, ils ont été prévenus par la compagnie. Quelques bateaux sur le panneau d'affichage, mais aucune traversée assurée depuis hier par la SNCM au départ de Marseille. Nous avons été avertis par l'agence de voyage, comme quoi il y avait grève et qu'on changeait de bateau. Du coup, vous partez sur quelle compagnie? La compagnie, on ne sait pas, on part sur le Calice. En effet, les passagers qui devaient embarquer sur un navire de la SNCM se voient proposer soit le report sur une autre compagnie, soit le remboursement de leurs billets. Le conflit déclenché hier matin oppose le groupe Veolia, propriétaire de la SNCM, aux officiers navigants. Ils portent sur le versement de primes. Selon eux, leur statut n'est pas respecté. En ce qui concerne l'avancement des officiers, en ce qui concerne les rémunérations, en ce qui concerne l'évolution de certaines carrières, de certaines professions comme les radios, et ce non-respect influe directement sur leur carrière, mais également sur la sécurité des navires. Officiers et direction négocient, la grève doit normalement prendre fin demain matin à 7 h. Contrairement à aujourd'hui, les bateaux de croisière devraient donc croiser à nouveau des navires de la SNCM au large de Marseille.
Le décret sur le statut des enseignants-chercheurs a été publié au journal officiel aujourd'hui. Celui-ci a été l'élément déclencheur, vous le savez, du mouvement de colère dans les universités, mouvement devenu plus général car relayé par les étudiants. On a appris cette semaine que dans certaines facs, les dates d'examen seront parfois repoussées, des rattrapages seront mis en place. Mais à quand le mouvement est tellement dur que l'on craint une année blanche. Zindine Boudaoud. À Caen, les non-grévistes auront bien du mal à suivre les cours. La faculté des sciences est fermée depuis hier, une décision prise par l'administration qui invoque des difficultés à assurer la sécurité. Car ici, on assiste à un durcissement. Le blocage continue au moins jusqu'au 30 avril. La protestation contre les réformes du gouvernement ne semble pas faiblir. Ce blocage, on y parvient parce qu'on n'a pas été entendu et que quoi qu'on ait fait jusqu'à maintenant, on a l'impression que ça ne sert à rien, que le gouvernement refuse absolument de faire quoi que ce soit dans notre direction. Mais il y a urgence car c'est bientôt l'heure des examens. 27 universités ont commencé à rattraper les cours, mais une vingtaine d'autres restent toujours perturbées. C'est le cas depuis 3 mois à l'université Stendhal de Grenoble. Un casse-tête pour l'administration, respecter le calendrier des épreuves ou les reporter. On a examiné tous les scénarios et pour l'instant, je reste prudent, nous sommes dans l'idée qu'il y aurait plus de dégâts à décaler les examens. Autrement dit, les examens auraient bel et bien lieu aux dates prévues, de quoi inquiéter les étudiants. On n'a aucun cours pour réviser, donc je ne sais pas comment ça va se passer. On va être interrogé sur le cours unique qu'on a eu ou sur des cours alternatifs, je ne sais pas du tout. D'autres universités préfèrent décaler leurs épreuves. À Montpellier 3, les examens de juin sont repoussés à septembre, quitte à connaître de sérieux problèmes d'organisation. Mais beaucoup d'étudiants n'ont qu'une crainte, obtenir des diplômes dévalorisés par une formation en partie tronquée. Notre invité politique ce soir suivra de près le nouvel examen la semaine prochaine de la loi contre le piratage sur Internet. Pas question de se retrouver à nouveau en minorité. Avec nous le patron des troupes UMP à l'Assemblée, Jean-François Copé. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette fois c'est sûr, les troupes seront là, le vote se fera. Oui, je vous confirme que ce sera la mobilisation générale. D'ailleurs j'ai écrit à chacun de mes amis de députés pour dire que ce qu'on avait vécu, on n'avait pas envie de le revoir. D'ailleurs, cette affaire c'était l'occasion d'une friction avec le président de la République, assez claire, assez franche, comme souvent entre vous et lui. Enfin non, là en l'occurrence ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que moi j'étais vraiment furax. Puis alors en plus, pour tout vous dire, je n'ai pas pour habitude de déverser sur les autres la responsabilité. Après tout, je suis en charge de notre majorité à l'Assemblée. J'assume, c'était un échec pour moi. Et donc j'ai considéré qu'il fallait en tirer toutes les conséquences, donc se réorganiser. Donc on est mobilisé pour la semaine prochaine, ça je vous le garantis. Alors cette relation avec le président de la République, on le sait, elle est parfois un peu houleuse. Vous l'assumez d'ailleurs, souvent. Vous en avez même fait une marque de fabrique pour demain ou après-demain. On ne sait jamais. Votre différence, vous la cultivez. Voyons comment avec Mickaël Darmon. Certains le surnomment Copé-collé. À les entendre, Jean-François Copé s'inspire depuis longtemps de Nicolas Sarkozy en assumant son ambition d'être un jour le numéro 1. Bon, caporal, c'est affreux. Il ne faut jamais être caporal dans la vie. Il faut jamais, et notamment pas en politique. Moi aussi, je suis assistant-chef. Voilà. Puis la prochaine étape, vous êtes chef, quoi. Voilà. Hein, moi aussi. Jean-François Copé est né avec la 2e chaîne de télévision, ce qui lui donne très vite une conscience de classe médiatique. Ses héros, Pompidou et Zorro. Pour draguer au lycée, il dit qu'il sera un jour président. En tout cas, il commence par séduire les électeurs à Meaux, en Seine-et-Marne, avec de la présence et des formules. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, hein, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu. Hein. Aujourd'hui, on dialogue pas assez, on s'écoute pas assez et on s'engueule pas assez. S'engueuler, Copé et Sarkozy ne vont pas s'en priver pendant la campagne des régionales en 2004, ce qui donne ce petit compliment aigre-doux à la veille du scrutin. Merci pour ta présence. Merci aussi pour tes encouragements. Tes coups de fil du matin pour voir si on avait le moral, si on avait bien dormi. Tes coups de fil du soir pour connaître le programme du lendemain. Entre les deux, c'est donc je t'aime, moi non plus. En 2007, Nicolas Sarkozy sort Jean-François Copé du gouvernement. Il est alors élu président du groupe parlementaire UMP. Ne pas être ministre, c'était rater sa vie de député. Ne plus être ministre, c'est l'abomination. En 2007, il est au fond du trou et il ne voit pas comment il va rebondir. Mais Jean-François Copé fait partie de ces politiques. Vous leur confiez un hectare de forêt, vous revenez 2 ans plus tard, il en a fait un potager. Le gouvernement, l'Assemblée, comme Nicolas Sarkozy le faisait, Jean-François Copé explique que chaque poste qu'il occupe est très important. Si cette mélodie de l'ambition est connue, la partition reste encore à découvrir.
Alors Jean-François Copé, on va revenir sur tout cela. Le Parti Socialiste a lancé sa campagne hier à Toulouse. Est-ce que ces élections européennes vont se transformer, selon vous, en un référendum pour ou contre la politique de Nicolas Sarkozy? C'est le risque? Écoutez, si les socialistes veulent nous entraîner sur ce terrain, on ira sur ce terrain. Parce qu'écoutez, le bilan de la présidence française de l'Europe par Nicolas Sarkozy était unanimement salué dans toute l'Europe, et y compris en France, avec à la clé le fait que c'est grâce à lui qu'on a apporté une réponse européenne à la crise financière. C'est un bon élément de campagne quand même pour la suite. Est-ce que la majorité peut se permettre de perdre ces élections-là ou pas? En tout cas, elle doit tout faire pour la gagner. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut maintenant se mettre en ordre de bataille. Et c'est tout l'objectif des jours qui viennent. Mais je peux vous garantir que sur ce point, on ne lâchera rien. Hein. Alors, vous sortez un livre, Un député, ça compte énormément. On va en parler. Dans lequel vous assumez toujours encore votre ambition. Elle est toujours pour 2017? Oui. Pourquoi pas? En tout cas. Oui, sans doute, mais en même temps, il faut bien voir pourquoi est-ce que j'ai eu l'occasion de parler de ça. D'ailleurs, pas tant dans ce livre qu'une fois quand on me l'a demandé. C'est parce que je pense que les gens, ils veulent que leurs hommes politiques soient authentiques, qu'ils disent les choses. Et donc, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot, il faut assumer son ambition. Mais ce qui compte, c'est pas de le répéter tous les matins ou de le dire tous les matins. Les gens, ils ont bien d'autres choses à penser. C'est simplement de dire quelle est la flamme qui nous porte, qui me porte pour servir mon pays, voilà. Et je pense que cette flamme, c'est aussi un chemin qui se construit, un parcours initiatique, et il y a beaucoup de travail à la clé, il y a beaucoup de rendez-vous à tenir avec les Français. Oui, par exemple, sur quoi il faut qu'on travaille aujourd'hui déjà? Sur l'après-crise. Quels sont les atouts demain? Quel est l'autre sujet sur lequel je travaille beaucoup? L'identité française. Dans une nation qui se fissure quand même, où il y a beaucoup de tensions. Dans les usines, enfin aussi dans nos quartiers difficiles, je suis maire de Meaux, je peux en témoigner. L'un des sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille avec les Français, c'est comment retrouver une identité de rassemblement alors qu'on est si différents. Voilà un beau défi. Alors il y en a un autre qui a une ambition pour la France, il s'appelle Dominique de Villepin. Il était invité hier sur France 3. Voilà ce qu'il disait de son ambition à terme présidentiel. Objectif peut-être 2012. On l'écoute. L'élection, c'est une question de circonstance, quelle que soit l'élection, à quelque poste que ce soit. Et en l'occurrence, il se trouve que ça ne s'est pas présenté, mais je souhaite fort que cela soit possible, oui, bien sûr. Et puis nous verrons bien. L'opposition de Dominique de Villepin, chef de l'État, est différente de la vôtre? Non mais moi je ne suis pas du tout dans une logique d'opposition, c'est pas du tout dans cet état d'esprit. J'ai été le ministre de Dominique de Villepin, j'ai été un ministre très heureux, et moi je n'ai pas pour habitude de renier mes amis, jamais. Pour autant, Dominique de Villepin, il est sur un parcours qui est tout à fait différent du mien, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, quelle est ma mission? Elle est d'animer notre majorité pour qu'on réussisse. Il ne faut pas se tromper, je suis, comme beaucoup d'ailleurs des gens de ma génération, hanté par les querelles de nos aînés qui ont fait perdre notre famille politique. Bon, aujourd'hui, les choses doivent se faire dans le bon ordre. Personne ne peut penser qu'on réussit un parcours, que les Français vous en sont reconnaissants. Si vous faites perdre votre camp, c'est pas en tout cas dans le bon ordre, avec un hyper-parlement face à un hyper-président. C'est un peu ça la logique? Absolument, c'est tout à fait l'esprit de ce que j'ai écrit comme livre, c'est-à-dire je crois que c'est vraiment important. Il nous reste plus beaucoup de temps. Une bonne raison pour lire ce livre, qu'est-ce que vous diriez aux Français? Tout simplement qu'ils y trouveront les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'hémicycle est trop souvent vide, et pourquoi demain on va montrer que les députés sont très présents parce qu'ils ont une nouvelle mission, effectivement avec une 5e République bis. Vous parlez d'hyper-président, on voudrait construire pour les Français un hyper-parlement. Voilà, l'hyper-président du groupe OMP, Jean-François Copé. Merci beaucoup, un député. Ça compte énormément aux éditions Albin Michel. Il est 20h17, à suivre dans votre journal la question conso de ce samedi. Que faut-il penser des compléments alimentaires oméga 3, oligo-éléments? Les Français les aiment, mais sont-ils toujours efficaces? Une petite idée qui peut rapporter gros. Près d'1 milliard d'applications ont été vendues pour l'iPhone, une mine d'or parfois pour leur créateur. Et puis, le gros va-t-il manger le petit? Rien n'est jamais sûr. En football, finale de la Coupe de la Ligue ce soir entre Bordeaux et Vannes, ambiance d'avant-match dans quelques minutes. Mais avant cela, l'actualité à l'étranger en images avec la visite surprise d'Hillary Clinton à Bagdad. Une première pour la secrétaire d'État. Dans 9 semaines maintenant, les troupes américaines vont commencer à se retirer des villes irakiennes. Et puis la victoire confirmée pour l'ANC lors des élections en Afrique du Sud avec plus de 65% des suffrages. Le futur président du pays s'appelle Jacob Zuma. Il sera officiellement élu le 6 mai prochain par le Parlement. Une vente aux enchères surprenante maintenant. Elle a eu lieu en Allemagne aujourd'hui et plus précisément à Nuremberg. Ce sont des toiles peintes par Adolf Hitler durant sa jeunesse qui étaient proposées à la vente. Et elles ont trouvé preneur seulement. Celui-ci a voulu rester anonyme. Sur place, Jérôme Bonny et Brice Boussoir. Nuremberg, au lieu de la dictature où se déroulait ici même
pendant les années 30-40, les grands rassemblements du parti nazi où le Führer électrisait les foules. Dans cette même ville, la salle des ventes Weidler. Dans le bric-à-brac des lots mis aux enchères, 2 aquarelles sans originalité, représentant des fermes de style autrichien et signées Adolf Hitler. Contraste saisissant entre la violence du personnage et la douceur de sa facture. La vente de ses œuvres est autorisée parce qu'il n'y a pas de symbole nazi. Il n'y a pas d'insigne de l'époque 1933 à 1945, seulement des fermes datées de 1914. Les aquarelles sont vendues 18 000 et 14 000 euros à un même acheteur au téléphone qui ne veut livrer ni son nom ni sa nationalité. En Allemagne, cette vente ne fait pas scandale. Je ne suis pas un défendeur d'Hitler, mais je pense que c'est un objet d'art normal qu'on peut vendre. Adolf Hitler n'était pas un grand peintre, mais aujourd'hui, beaucoup d'Allemands nous disent quel dommage que l'école des Beaux-Arts de Vienne ne lui ait pas ouvert ses portes en 1910. Cela aurait épargné bien des malheurs à l'humanité. La question qu'on saute ce samedi, vous êtes très nombreux chaque matin sur la table du petit déjeuner à prendre quelques petites pilules que l'on appelle des compléments alimentaires. Plus de 20% des Français sont ainsi concernés par les oméga 3 ou encore les oligoéléments. Mais finalement, ces gélules sont-elles vraiment efficaces? Et pourquoi certains évoquent même leur caractère dangereux? On voit tout cela avec Anne Guéry et Virginie Travers. Rester jeune, lisse et tonique, c'est l'injonction du moment. Surtout ne pas vieillir, ne pas céder aux kilos en trop, à la peau qui flanche, au tonus en berne. Alors pour être canon, comme ils disent, plus de 20% des Français avalent des gélules, vitamines, minéraux, protéines pour drainer, dégonfler, tonifier, bronzer, être en forme, bref. Ça marche toute l'année, parce que les gens veulent faire des cours toute l'année de produits anti-âge. On veut être au top pour rester, je pense, le plus jeune possible, paraît-il. Du coup, le marché des compléments alimentaires explose, plus 50% en seulement 3 ans. Et comme ils sont en vente libre, les Français en consomment sans modération. Ça m'a donné un coup de fouet. C'est des vitamines de tous les genres, de tout. ABC, c'est une pastille. Des choses pour drainer ou pour hydrater l'organisme. Pour la peau, juste la peau, les ongles, les cheveux. Voilà. Et c'est efficace? Ben, je sais pas, j'essaye et je pense que oui. Enfin, moi j'y crois en fait. Mais voilà, si les Français y croient, les associations de consommateurs sont-elles plus sceptiques? Bidon dit même que choisir après avoir examiné à la loupe 3 types de produits. Vitamine C, oméga 3, gélules minceurs, des compléments alimentaires dont l'efficacité n'a pas vraiment été testée scientifiquement. La vitamine C tout d'abord, eh bien, il n'y a pas de démonstration scientifique d'effet tonifiant. En ce qui concerne les oméga 3, eh bien, là non plus rien de prouvé scientifiquement en ce qui concerne l'humeur, le bien-être émotionnel, etc. En l'absence de démonstration scientifique concluante, ça veut dire qu'on ne peut pas certifier à l'efficacité de ces produits. Mais il y a plus grave encore, selon les scientifiques. Les vitamines et minéraux pris à haute dose et sans contrôle peuvent nuire à la santé. Si on est fumeur, si on s'expose au soleil, ou si, sans le savoir, on a déjà un cancer qui est en train de se développer, eh bien, le bêta-carotène et peut-être d'autres antioxydants peuvent augmenter donc, le risque de voir apparaître des cancers sous des formes plus évoluées. Quand les Français avalent la pilule, c'est le marché qui se porte comme un charme. 1 milliard d'euros de bénéfices qui devrait doubler d'ici 2012. Parlons d'Internet, de l'un des succès du moment depuis la création de l'iPhone d'Apple. Plusieurs centaines de millions d'applications ont été téléchargées pour le téléphone de la marque. Des applications utiles, futiles ou même parfois de mauvais goût que vous pouvez vous-même créer. Et cela peut, vous allez le voir, rapporter gros. David Bohéry et Vincent Barral. Un passionné d'astronomie, devenu en quelques mois le chef d'une entreprise à succès. Son idée à l'origine, mettre au point un logiciel pour transformer son téléphone en planétarium. Un guide interactif pour observer les étoiles. Ça vous permet de savoir quel est le ciel à l'endroit où vous êtes, au moment où vous êtes. Par exemple Saturne, hop, je touche Saturne, et à partir du nord, j'ai besoin de suivre la petite flèche jaune, et je vois que ce soir, Saturne est visible au sud. Il n'avait pas imaginé gagner de l'argent.
Mais son logiciel est devenu très vite l'une des meilleures ventes sur le site d'Apple en France. J'ai pas du tout le profil d'un industriel qui aurait voulu utiliser une nouvelle niche. J'ai plutôt le profil d'un auteur dont le premier roman aurait été un succès. En tout, 60 000 téléchargements. Vendu 10 € pièce, ce logiciel lui a déjà rapporté près de 200 000 €. Tout se passe sur Internet. Des applications gratuites ou payantes, Apple a créé le plus grand magasin virtuel de logiciels. L'entreprise vend dans le monde entier, avec 57 millions de clients potentiels. En seulement 9 mois, plus d'1 milliard d'applications ont été téléchargées. À chaque fois, le créateur touche 70% des recettes de la vente. Apple garde 30% pour s'occuper de la commercialisation. Un nouveau marché très porteur pour l'industrie du jeu vidéo, car le téléphone offre de nouvelles possibilités. Il peut, par exemple, se transformer en volant pour conduire une voiture dans un jeu de course. Cet éditeur français a très vite lancé de nouveaux programmes. Résultat, 2 millions de jeux vendus en moins d'1 an. Aujourd'hui, c'est plus de 500 personnes qui développent sur cette machine. Donc c'est une nouvelle petite entreprise au sein de l'entreprise Gameloft et qui grossit très très vite. Un succès qui conduit également à quelques excès. Ce logiciel proposait de jouer à secouer un bébé pour le faire arrêter de pleurer. Une association familiale a obtenu d'Apple qu'il retire l'application de son site. Avant de prendre la direction du Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue, du théâtre et une rencontre avec Zabou Bretman, la comédienne qui joue et qui a adapté 2 documentaires de Raymond Depardon. La pièce qui s'intitule Desgens est en compétition demain soir pour les Molières. Nicolas Lemarinier, Sylvain Daubat. Heureuse, Zabou Bretman. Succès oblige, après 120 représentations, elle retrouve le chemin du petit théâtre Montparnasse pour sa pièce Desgens. On va reprendre 2 mois, on commence le 2 mai et jusqu'à fin juin à Paris et puis après on va partir en province. C'est un plaisir de revenir, j'imagine, ici. Une joie. Zabou Bretman a adapté à la virgule près et mis en scène 2 documentaires de Raymond Depardon, des scènes de vie à l'hôpital et au commissariat mélangeant drame et humour. Ce qui s'est passé, il m'a dit partez mademoiselle. Bon, j'ai dit bah oui mais sans problème. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit au revoir toutoune. Et là il a dit toi à la chienne, il a fait comme ça, tac tac, rentre. Et il lui a donné 2 grands coups de pied. Et là tout a changé en moi. Interprété l'an dernier avec Laurent Lafitte, Desgens est nommé 3 fois aux Molières, dont le Molière de l'adaptation et le Molière de la comédienne, une reconnaissance. C'était vraiment très difficile à monter, on a failli pas trouver de théâtre à Paris la première fois, et donc ça fait d'autant plus plaisir quand il y a une reconnaissance, parce que vous avez quand même, on a vraiment travaillé pour ce spectacle, on l'aime. Et voilà, et tous les gens qui ont travaillé dessus aussi, on le porte, on l'aime, on l'adore. Succès sur scène et à l'écran. Le 6 mai sort le 3e film réalisé par Zabou Bretman. Après Se souvenir des belles choses, césarisé 3 fois, et L'homme de sa vie, elle dirige Daniel Auteuil dans Je l'aimais. Mais pas question d'abandonner le métier de comédienne. J'adore essayer de faire plaisir, ouais, c'est un peu de ça, de faire plaisir au réalisateur, c'est-à-dire de lui donner ce qu'il voit pour son film. Actrice, réalisatrice, scénariste, dialoguiste, metteur en scène, Zabou Bretman a tous les talents. Là, tu peux descendre dès qu'elle va sentir la caméra qui part. Et verdict demain soir, donc lors de la 23e cérémonie des Molières, que vous pourrez suivre sur France 2 en direct du théâtre de Paris. Le sport avec une image de judo, tout d'abord, et la médaille d'or pour Lucie d'Écosse en moins de 70 kg lors des championnats d'Europe qui se déroulent actuellement en Géorgie. La Française qui avait déjà obtenu une médaille d'argent lors des JO de Pékin. Le football avec une image de Ligue 1 maintenant. Lyon et le Paris Saint-Germain se sont quittés hier soir sur un match nul, 0 partout. L'Olympique Lyonnais qui voit peut-être progressivement s'échapper le titre de champion de France, même si bien sûr, rien n'est joué. Le football toujours avec ce soir la finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux est favori face à Vannes, jeune promu de Ligue 2 en tout cas, sur place en Bretagne. L'ambiance est en train de monter. Reportage Romuald Bonan, Michel Hiver. Sur le port vantais, on a hissé les couleurs, le noir et le blanc du Vannes Olympic Club. Et pour les supporters restés en Bretagne, la soirée est d'ores et déjà à l'optimisme. On est chaud comme de la braise. Chaud, chaud, chaud. On va gagner ce soir. Et puis c'est parti pour la victoire là. C'est bon, on ramène la coupe demain à 4h30 ici là. C'est promis. Ici, pour une fois, on a rangé au placard les bateaux et sorti les maillots. Sur les quais, écran géant et terrasse bondée. Et bien sûr, pas un vantais et son chien, pas un commerce et sa vitrine qui ne supporte le petit poussé en finale de la Coupe de la Ligue. Déjà, on attend la victoire.
et je pense que c'est un moment de bonheur pour tout le monde. On oublie les soucis. Ce soir, ils vont être à l'extrême ce soir. Ils vont pas pouvoir aller plus haut ce soir. En ce moment, c'est les Bretons au Stade de France. Côté pronostic, difficile d'être objectif. 1-1 et Vannes gagne au tir au but. Vannes gagne 2-1 avec un but de Gourguff. Quel que soit le résultat à Vannes, c'est d'abord une fête populaire qui sera ce soir au programme. Et on retrouve tout de suite au Stade de France notre consultant Xavier Gravelaine. Bonsoir Xavier. Alors Guingamp, Rennes en Coupe de France bientôt et Vannes ce soir en Coupe de la Ligue. La Bretagne est à l'honneur, mais cela va être très dur face à Bordeaux. Ça paraît, oui, bonsoir Laurent, ça paraît très dur pour le petit poussé face à ces Girondins de Bordeaux qui sont pratiquement à la lutte pour être champion de France. Mais en tout cas, un point gagnant déjà, c'est que le public breton fait la différence par rapport au public bordelais. Et ce soir, le terrain va donner sa réponse. Attention tout de même aux Girondins qui, eux, ont aligné une grosse équipe face à cette équipe de Vannes. Mais le petit poussé de la Ligue 2 joue un très beau football et rien ne dit que l'ogre peut être terrassé par les Morbihanais. Eh bien Xavier, on vous retrouve dans quelques minutes avant de terminer ce journal. Un retour sur l'information principale de ce samedi. Ce sont les inquiétudes autour du risque de propagation de la grippe porcine qui a fait son apparition au Mexique. En France, la Direction Générale de la Santé a mis en place une cellule de renseignement avec un numéro vert, le 01 45 50 34 60. Et l'OMS ce soir annonce qu'elle pourrait qualifier l'épidémie de grippe porcine source d'inquiétude internationale pour la santé publique, selon une source proche de l'organisation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour le journal. Dès 13h15 avec nos invités, François Hollande et le comédien Roche Dizem commenteront l'actualité de la semaine. Tout de suite, Nathalie Riouet nous commente les cartes de la météo. Ensuite, direction donc le Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue. Vannes, Bordeaux, passez une très belle soirée. Et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.